Terre est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Voilà. Et oui, coïncidence, comme je dis, ce sont deux astronomes néerlandais qui ont eu cette idée sur ces deux réservoirs de comètes. Alors, bon, vous voyez où vous serez situé par rapport au Soleil qui est ici. Et n'oubliez pas que nous sommes en échelle logarithmique. Vous voyez, le nuage de Oort serait situé en gros à 50 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Hein, vous voyez, pensez que Jupiter, c'est 5 fois la Terre. C'est 10 000 fois plus loin que Jupiter. D'accord? C'est normal que ça donne des comètes à longue période. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce nuage de Oort, étant situé tellement loin du Soleil, il est quand même sous l'emprise du Soleil. Il fait partie du système solaire, mais vous vous rendez bien compte que cette emprise est un peu plus faible que Mars, que la Terre ou que Jupiter, qui sont beaucoup plus près du Soleil. Donc, ils vont être sensibles aux influences extérieures. Or, si loin du Soleil, de temps en temps, on s'approche du domaine des autres étoiles, comme le Soleil. Hein, un autre Soleil, et vous voyez, il se trouve que de temps en temps, il peut y avoir une étoile qui passe à proximité, hein, ça arrive au cours des temps astronomiques, hein, qui va perturber un peu ce nuage et perturber peut-être une comète par action gravitationnelle et la lancer dans le système solaire interne. Si bien qu'on va la voir, elle va traverser notre ciel et repartir ou ne pas repartir. Voilà. Alors, on s'est posé quand même la question de savoir si ces comètes qui arrivent du fin fond du système solaire ne pouvaient pas avoir une influence sur la disparition des espèces. Vous savez qu'il y a une sorte de cycle de disparition des espèces au cours des temps géologiques, hein, notamment les 65 millions d'années des dinosaures que tout le monde connaît, et on se demande si ça n'est pas favorisé par un accroissement du nombre de comètes qui traversent le système solaire interne. Et c'est pensable parce que on s'aperçoit, vous voyez, la Terre au système solaire ici, ça c'est notre galaxie, non seulement tourne autour du centre galactique, mais en plus a un mouvement de va-et-vient vertical. Vous voyez, très léger. Or, et tous les 30 millions d'années, le système solaire passe par le plan galactique, et on pense qu'en passant par le plan galactique, ça favorise des actions gravitationnelles qui augmenteraient le nombre de comètes, et vous savez que les comètes, c'est probablement une comète ou un gros astéroïde qui est la cause de la destruction des dinosaures. Merci, heureusement, parce que ça donnait naissance à la race humaine. Donc on pense que c'est peut-être lié à ça. Alors, par contre, les comètes de courte période se trouvent dans cette ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, située aux alentours, après Uranus, après Neptune, pardon. Et on aurait trouvé un millier d'objets, à peu près, dans cette ceinture de Kuiper. Voilà, comme on peut imaginer que c'est une bande un peu répartie assez uniformément de comètes qui ne sont pas encore actives. Et ces objets, on les appelle aussi les objets de la ceinture de Kuiper, des KBO en anglais, Kuiper Belt Objects. On en découvre de plus en plus, car les instruments de mesure sont de plus en plus performants. Hein, et malheureusement, c'est ça qui a scellé le destin de Pluton. Parce que Pluton, avant le système solaire, comptait 9 planètes. Après Neptune, il y avait Pluton. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, on a découvert au-delà de Pluton une, entre guillemets, planète qui s'appelle Eris, qui
qui est plus grande que Pluton. Ah, alors là, ça fait mal. Là, il y a un hic. Et puis, c'était pas fini. On en redécouvre d'autres. Hein. Alors, il y avait un grand problème qui s'est posé pour les astronomes, c'est quel est le nombre de planètes du système solaire. Alors, on pouvait dire le nombre de planètes du système solaire est inconnu, puisque bah, c'était 8, 9, 10, 11, puis on en trouve. Tous les jours, on rajoutait une planète. Ou alors, on décide d'arrêter le système solaire à Neptune, et puis tout le reste, c'est pas des planètes. Et effectivement, c'est pas des gros morceaux. Hein. En fait, c'est donc ce qu'on a fait, et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'une planète? Hein. Alors, on a bien discuté, et c'est l'Union astronomique internationale qui a enfin défini ce qu'était une planète. Donc, une planète, c'est un corps rond. Rond, c'est important parce que ça crée un équilibre hydrostatique, hein, l'équilibre de toutes les forces. Hein. Les forces de gravité sont bien équilibrées, de l'ordre de 800 km ou 1000 km de diamètre, mais pas en dessous, bien isolé sur son orbite, hein, c'est-à-dire qu'on a bien nettoyé l'orbite et ce n'est pas un satellite. Voilà. C'est la définition. Et tout le reste, eh ben, il y a des petits corps, et notamment Pluton et toutes les autres planètes, enfin semi-planètes qu'on a trouvées, on les appelle des planètes naines. C'est pas un mot très, très judicieux, je crois qu'ils sont en train de discuter pour essayer de trouver un autre nom pour ça. Hein. Alors par exemple, comme planète naine, eh ben, il y a Pluton. Eris, on a trouvé plus grande que Pluton. Hein. Mais Cérès et Vesta, qui sont des astéroïdes que je vais vous présenter tout à l'heure, sont des corps ronds, donc qu'on va appeler aussi planètes naines. Et voilà le nouveau système solaire, donc qui s'arrête à Neptune, et on a signifié, on a montré quelques planètes naines. Alors il y a eu une grande histoire à l'époque en Amérique. Ils ont défendu Pluton parce que, évidemment, Pluton, pas de chance, c'est la seule planète découverte par les Américains. Hein. Alors, ils tenaient à leur planète, je comprends, c'est humain. Alors, il y a eu tout un pataquès, et les gens portaient I love Pluto sur leur voiture, etc. Mais bon, la science, c'est la science. Hein. Voilà. Ils ont admis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les comètes, sans entrer trop dans les détails? Comme ce sont des corps froids qui contiennent de la glace, on s'est aperçu en analysant cette glace à distance, vous savez qu'on peut analyser à distance avec des spectres, hein, un spectrographe, et en analysant cette glace, on s'est aperçu que cette glace était relativement proche de l'eau terrestre, de l'eau des océans terrestres. Hein. Alors, ce n'est peut-être pas la seule source d'eau pour les océans, on pense que les volcans y ont aussi beaucoup participé, ainsi que les astéroïdes, mais c'est un des grands apports d'eau des océans terrestres, donc c'est pour ça que je dis toujours merci les comètes et merci Biarritz que j'ai quitté il y a quelques jours, que vous voyez ici, où il faisait très très beau. Alors, quelques minutes là, sur les comètes dans l'histoire. Là, vous voyez une représentation des comètes par les Chinois. Les Chinois étaient très forts, ils avaient réussi à illustrer différents types de queues de comètes, hein, que vous voyez ici. Évidemment, c'est un peu fantaisiste, hein, mais c'était quand même 500 ans avant Jésus-Christ. Hein, ça, hein. En Mésopotamie aussi, hein, je vous conseille de voir toutes ces plaquettes au Louvre. Hein, oui, ça c'est des photos du Louvre. À droite c'est le British Museum, mais il y en a au Louvre. Les Mésopotamiens étaient de grands astronomes et marquaient ça sur des plaquettes d'argile qui traversaient le temps. Hein. C'est génial. Hein. C'est à voir ce truc-là. Puis bon, on approche vers le XVIe siècle, etc. Il y a un Allemand, là, Pianus, qui, lui, il a compris que la queue des comètes était toujours à l'opposé du Soleil.
bah, c'était pas évident. Vous savez, à l'époque d'Aristote, les comètes, c'était déjà un phénomène atmosphérique pour eux. Hein. Il y a eu une évolution de la pensée. Hein. Mais alors, celui qui a eu le plus de chance, c'est Tycho Brahe. Alors Tycho Brahe, c'est mon favori. C'était un astronome en âme, dans l'âme. C'était un Danois, truculent, riche, bref, un peu extrême. Je verrais très bien Gérard Depardieu en train de jouer le rôle de Tycho Brahe. Ça lui irait très bien. On l'appelait Nez d'or. Parce que quand il était jeune, il était tellement extrême. Un jour, il s'est bagarré avec un de ses collègues pour une raison idiote, certainement. Pop, il y a son nez qui est tombé.